Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive à Doha, première étape d'une tournée dans les pays du Golfe. Une frappe israélienne endommage sévèrement l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza. Abdel Aati s'entretient au téléphone avec ses homologues omanais et iraniens et l'émissaire américain sur les pourparlers entre Téhéran et Washington. À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui à la capitale qatari Doha, première étape d'une tournée dans les pays du Golfe qui le mènera ensuite au Koweït. Le président el-Sisi a été accueilli à l'aéroport par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Les deux leaders doivent s'entretenir du renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines. Ils doivent également examiner les derniers développements régionaux, notamment dans la bande de Gaza, et les efforts déployés par l'Égypte pour le retour au cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire sans retard ni obstruction. Passons aux territoires occupés où une frappe israélienne a sévèrement endommagé aujourd'hui l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza. L'armée d'occupation israélienne affirmant avoir ciblé un centre de commandement de Hamas opérant dans l'établissement. Aucune victime n'a été signalée. La santé a annoncé aujourd'hui qu'au moins 1574 Palestiniens avaient été tués depuis le 18 mars. Cela porte selon lui à 50 944 le nombre de morts à Gaza depuis le début de l'agression israélienne de 7 octobre 2023. Des colons israéliens ont envahi l'esplanade des mosquées sous protection intensive des forces de l'occupation israélienne. Selon des agences de presse palestiniennes, plus de 189 colons ont envahi l'esplanade en plusieurs groupes par la porte des Maghrébiens et ont effectué des tournées provocatrices tout en pratiquant des rituels talmudiques. Ces actes récurrents ont pour but de prendre le contrôle de la mosquée d'Al-Aqsa et de la diviser. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a souligné lors d'une conférence de presse à l'issue du forum d'Antalya la nécessité de respecter la souveraineté de la Syrie sur son territoire, indiquant que les attaques israéliennes en Syrie sapent la stabilité de la région. Il a ajouté qu'Ankara ne cherche pas à entrer en conflit avec aucun pays et qu'elle mène des pourparlers avec Israël, les États-Unis et la Russie concernant la mise en place des règles de non-conflit en Syrie. L'armée soudanaise a annoncé que la 6e division d'infanterie à El Fasher a réussi à repousser une attaque majeure des milices des forces de soutien rapide sur le camp de déplacés à El Fasher, capitale du Darfour, dans l'ouest du Soudan. L'armée soudanaise a rassuré les citoyens que la situation est sous contrôle, selon l'agence de presse soudanaise, citant un communiqué de la 6e division de l'infanterie. Les forces soudanaises ont infligé d'énormes dégâts dans les rangs des forces de soutien rapide qui ont dû se retirer du camp de déplacés Zamzam, laissant leurs morts et blessés. Les Nations Unies ont de leur côté rapporté que plus de 100 personnes, dont 20 enfants, seraient mortes dans les attaques lancées par les forces de soutien rapide sur 2 camps de déplacés, une ville au Darfour dans l'ouest du Soudan. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Aati a eu des entretiens téléphoniques avec les chefs de la diplomatie omanaise Badr El-Boussaidi et iranienne Abbas Araghchi, ainsi que l'émissaire américain au Moyen-Orient Steve Witkoff.
Abdelghati a examiné avec ses responsables les derniers développements survenus dans la région et en particulier les pourparlers entre Téhéran et Washington menés à Oman. Abdelghati a valorisé le rôle que joue Oman pour soutenir les efforts visant les règlements politiques dans la région afin d'éliminer les spectres d'une guerre globale. Abdelghati a aussi exprimé son appréciation pour la coopération entre Américains et Iraniens afin d'aboutir à un règlement politique à travers les négociations. Il a dit espérer aboutir à un accord qui assure les intérêts de deux parties, qui garantissait la sécurité et la stabilité dans les pays du voisinage, dans le Golfe, et qui mènera à l'accalmie et la baisse des tensions à Gaza et dans toute la région. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré aujourd'hui que Téhéran, qui a tenu hier de rares pourparlers avec Washington, poursuivra les discussions de façon indirecte, toujours sous la médiation du sultanat d'Oman. Hier, les États-Unis ont salué un pas en avant et des discussions très positives et constructives à l'issue de rares pourparlers sur le programme nucléaire iranien après les menaces du président Donald Trump de recourir à une opération militaire en l'absence d'un compromis. Un commentaire. Les pourparlers sur le programme nucléaire iranien mené par l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ont franchi un pas en avant vers un accord mutuellement satisfaisant, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. À bord de l'avion présidentiel Air Force One, M. Trump a qualifié ses premières discussions de positives, refusant d'en dire davantage tant qu'elles ne sont pas terminées. Après avoir échangé brièvement avec M. Witkoff lors de discussions indirectes dans la capitale omanaise, Mascate, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a précisé que le dialogue reprendrait samedi prochain, 19 avril. Il a dit à la télévision d'État iranienne que la partie américaine a également déclaré que l'accord souhaité est celui qui peut être atteint dans les plus brefs délais, mais cela ne sera pas facile et nécessitera la volonté des deux parties. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, selon le ministre omanais des Affaires étrangères, qui a servi de médiateur pendant les échanges. Les Américains avaient appelé à des discussions directes. La diplomatie iranienne a salué dans un communiqué une atmosphère constructive basée sur le respect mutuel, précisant que M. Araghchi et Witkoff avaient eu un échange direct de quelques minutes. Adversaires depuis 1979, Téhéran et Washington tentent de parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire après le règlement international dit COPA de 2015, dont Donald Trump s'est retiré unilatéralement lors de son premier mandat en 2018. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui à faire pression sur la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine après une frappe russe qui a fait au moins 31 morts, dont 2 enfants et 84 blessés dans la ville ukrainienne de Soumy, l'une des plus meurtrières depuis des mois dans le pays. Cette frappe russe de missiles a été lancée le dimanche de Rameau, en pleine période d'affluence dans le centre de la ville ukrainienne de Soumy. Cette attaque est intervenue 2 jours après la rencontre à Saint-Pétersbourg entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine. Et malgré le mécontentement exprimé publiquement par le président américain Donald Trump à l'égard de Moscou ce mois-ci pour avoir bombardé comme des fous en Ukraine. Le commandant des forces navales, l'amiral Ashraf Atwa, a rencontré l'amiral Dimitrios Katras, chef d'état-major général des forces navales grecques, et la délégation qui l'accompagnait lors de sa visite officielle au commandement des forces navales à Alexandrie. Lors de la rencontre, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération maritime entre les deux pays dans la prochaine période. Les deux parties ont souligné l'importance de soutenir les relations de partenariat stratégique entre les forces navales égyptiennes et grecques. Dans le même contexte, la délégation a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs unités de forces navales pour s'informer des derniers systèmes d'entraînement et d'armement appliqués par les forces navales récemment. La délégation a également visité la compagnie de l'arsenal d'Alexandrie.
En pleine guerre commerciale avec la Chine qui affole les marchés financiers, les États-Unis ont infléchi leur position en exemptant smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières massives imposées par le président Donald Trump. Les détails dans ce commentaire. Les États-Unis, en pleine guerre commerciale avec la Chine, ont décidé d'exempter les smartphones et les ordinateurs des récentes surtaxes douanières imposées par Donald Trump, selon une notice du service des douanes. Ces exemptions s'appliquent notamment à des produits électroniques importés aux États-Unis depuis la Chine, à laquelle Donald Trump a infligé des droits de douane monumentaux de 145%. Les semi-conducteurs sont, eux, exemptés de la surtaxe de 10% appliquée à la plupart des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Mais M. Trump n'a pas exclu qu'il puisse encore être la cible de droits de douane spécifiques. Le président américain a déclaré samedi qu'il donnerait lundi une réponse très précise à cette question d'éventuelles taxes sur les semi-conducteurs. Ces exemptions offrent un bol d'air aux consommateurs américains qui risquaient de voir le prix de ces produits populaires s'envoler. Selon des données des douanes américaines, les produits exonérés représentent plus de 20% des importations américaines depuis la Chine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a pourtant affirmé que les entreprises qui bénéficiaient de ces allègements s'activaient pour relocaliser leur production aux États-Unis aussi vite que possible. L'argument numéro 1 de Donald Trump pour justifier sa stratégie douanière. L'exposition universelle 2025 a ouvert ses portes à Osaka, où sont représentés quelques 160 pays et régions, un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde fracturé. 3 ans après l'exposition à Dubaï, Osaka a choisi pour thème la société du futur, mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et le spatial. L'Expo 2025, qui se déroulera jusqu'au 13 octobre sur l'île artificielle de Yumishima, s'inscrit dans la lignée de l'édition 1970 tenue aussi à Osaka, dont l'impact fut majeur pour un archipel alors en plein essor économique. Organisées à travers le monde depuis 1851, les expositions universelles offrent l'occasion aux pays participants de rivaliser via l'architecture de leurs pavillons et la présentation de leur culture et technologie. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.